Le plan global de production est quelque chose que nous devons être capables de calculer pour former de bons gestionnaires en gestion des opérations. Donc, après cet atelier, après cette démonstration, vous allez être capable de calculer différents plans, mais surtout un plan qui va posséder des inconnus qu'on devra résoudre à partir des formules et de la logique de calcul que nous allons établir. Alors, le plan que nous avons choisi, c'est ce plan-là. C'est ce que nous voulons obtenir à la fin de cet atelier. Allons dans Excel et allons commencer à faire nos calculs. Le modèle de plan que nous utilisons est divisé en 3 sections. Une section où on voit les données du plan global, une section où on voit le plan de production, une section où on voit les coûts de production. Le plan de production est lui-même divisé en 3 sections. Une section, en fait, en 4 sections. Si on compte la section de la demande, qui sera une première section, une section de la production en équivalente, qui a les heures normales, la production en temps supplémentaire, la production en sous-traitance, une troisième section pour les employés et une quatrième section pour le stock final. Dans les coûts, on retrouve exactement la même chose, sauf que là, on est en 3 sections. Les coûts pour la production, les coûts pour les employés et les coûts pour le stock et la pénurie. Alors, c'est le type de plan que nous voulons calculer dans le cadre de notre formation. Si j'agrandis ça pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe, on veut calculer dans un premier temps le plan dit synchrone. Le plan synchrone, c'est le plan le plus simple que nous avons à calculer. Le plan synchrone, la production, elle est synchronisée avec la demande, tout simplement. Et on ne fera pas de production en temps supplémentaire ou en sous-traitance parce qu'on va faire l'ensemble de notre production dans les heures normales de travail que nous avons et nous allons faire varier la production, donc le nombre d'employés. Alors, commençons à faire les calculs. Vous voyez qu'ici, dans ce plan synchrone, il n'y a aucun calcul qui a été fait. Nous sommes sur un plan dit vierge. Alors, commençons par ce qui est facile, allons calculer le total de chacune des lignes. Donc, évidemment, le total de la demande, c'est le total de la ligne de demande. Et le total pour chacune des lignes, c'est exactement la même chose, autant au niveau du plan de production que au niveau des coûts. Donc, je vais faire aussi la même chose. Je vais dire que je vais avoir le total ici de chacune des lignes de coûts que je vais ici copier jusqu'en bas. Le total, c'est un truc qui est évidemment éminemment facile. La production, je vais fabriquer exactement ce que j'ai de besoin. En janvier, j'ai besoin de 6156. Est-ce que je vais produire exactement 6156? La réponse, c'est oui, mais il y a du stock initialement. Donc, je n'ai pas besoin de fabriquer le stock que je possède déjà. Je l'ai déjà en entrepôt. Donc, je vais l'utiliser immédiatement. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de fabriquer 6156, même si la demande est à ce niveau, parce que j'ai un stock de 407. Je vais donc fabriquer un petit peu moins. Par contre, dans les autres mois, là, je vais avoir utilisé 100% du stock que je possède. Il ne m'en restera plus, je vais donc fabriquer exactement ce que j'ai de besoin. Alors, je vois que le plan synchrone, la demande totale et la production totale, c'est à peu près équivalent. C'est juste qu'il y a une différence du stock initial. Si je prends 59 052 et que je lui enlève le stock initial à 407, je vais trouver exactement la quantité que j'ai besoin de fabriquer à 58 645. Je n'aurai pas de production en temps supplémentaire. Je n'aurai pas de production en sous-traitance parce que je fabrique exactement ce que j'ai de besoin. Le nombre d'employés que j'ai de besoin est égal à la quantité que je vais fabriquer en unité équivalente divisé par la cadence ou le nombre d'unités qu'un employé peut faire à l'intérieur d'un mois. En janvier, je vais donc avoir besoin de 17,5 employés et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois. Donc, on voit ici que le calcul produit des nombres fractionnaires, donc une fraction d'employés. Comme hypothèse, d'une façon arbitraire, nous avons décidé qu'on va arrondir le nombre d'unités, le nombre d'employés à l'unité supérieure. C'est donc dire que lorsque j'ai besoin de 17,5 employés, je vais en avoir 18. Lorsque j'ai besoin de 32,2 employés, je vais en avoir 33.
Lorsque j'ai besoin de 46,7 employés, je vais en avoir 47, 37, 27. Et lorsque j'ai besoin de 19,2 employés, bien, je vais en avoir 20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un peu plus d'employés que ce que j'ai de besoin pour fabriquer la production de chacun des mois. Il y a donc un petit temps mort, un petit temps d'inoccupation qui va être présent à chacun des mois parce que je vais arrondir toujours le nombre d'employés à l'unité supérieure. En heures supplémentaires, je n'aurai pas d'employés, évidemment, parce que je n'ai pas d'heures supplémentaires au niveau de ma production. Par contre, il y aura des embauches et des licenciements. Je vois qu'en janvier, je passe de 36 à 18 employés. Je vais donc licencier 36 moins 18. Je vais licencier 18 employés. En février, je passe de 18 à 33. Donc, je vais augmenter le nombre d'employés de 18 à 33. Je vais donc les augmenter de 15. Ensuite, je passe de 33 à 47. Je vais augmenter à 47 en partant de 33. Donc, j'ai augmenté de 14 employés. Ensuite, je passe de 47 à 17. Je vais baisser de 47 à 37. Donc, baisser de 10. Ensuite, je passe de 37 à 27. Je vais baisser de 37 pour m'en aller à 27 employés, une baisse de 10. Et finalement, je vais passer de 27 à 20, une autre baisse qui sera de 27 moins 20, une baisse de 7 employés. Alors, je vois que le plan synchrone provoque des gros changements dans le nombre d'employés parce que je fabrique exactement ce que j'ai de besoin. Donc, le nombre d'employés devra varier. Le stock final. Le stock final, c'est quoi? Le stock final, c'est comme en comptabilité. C'est égal au stock initial plus la production que je fais en temps normal, plus la production que je fais en temps supplémentaire, plus la production que je fais en sous-traitance. Évidemment, dans ce cas-là, je ne serais pas obligé de mettre la production en supplémentaire ou en sous-traitance parce que c'est à zéro. Mais je vais le mettre quand même pour faire une formule qui est complète et qui pourrait s'appliquer à n'importe quel cas d'espèce qui me serait présenté. Et je vais par la suite enlever la de bas. Bon, mon stock, il tombe à zéro. Et si je prends la formule et que je la copie jusqu'au bout, mon stock reste à zéro. Pourquoi? Parce que je fabrique exactement ce que j'ai de besoin en écoulant l'entièreté du stock initial. De sorte que, dans un plan synchrone, en plus de produire exactement ce que j'ai de besoin, j'aurai jamais de stock. Parce que comme je fabrique exactement ce que j'ai de besoin, il n'y aura pas de surplus de stock qui vont être provoqués par ce plan. Le côté plan de production est terminé, je vais calculer les coûts. Les coûts, c'est relativement simple parce que les coûts, c'est toujours un élément de mon plan de production fois son coût unitaire qui lui est associé. Donc, le coût de production en heure normale est égal à la quantité d'heures normales, la quantité d'unités équivalentes que je fabrique en heure normale, fois le coût unitaire de la fabrication d'un unité en heure normale. Le coût en heure supplémentaire est égal à la quantité d'unités que je fais en temps supplémentaire fois le coût d'une unité en temps supplémentaire. Le coût de la sous-traitance est égal à la quantité d'unités que je fais en sous-traitance fois le coût d'une unité en sous-traitance. Le coût d'embauche est égal à la quantité d'employés que je vais embaucher fois le coût unitaire d'embauche, donc le coût pour embaucher un employé. Le coût de licenciement est égal au nombre d'employés que je vais licencier fois le coût unitaire de licenciement. Et le coût de stockage est égal au stock fois le coût unitaire de stockage. Évidemment, le coût de rupture, c'est un petit peu différent, on va le voir tantôt, parce qu'évidemment, ici, comme il n'y a pas de stock, il n'y a pas de rupture non plus, parce que je fabrique exactement ce que j'ai de besoin, le coût de rupture sera aussi égal au stock final fois son équivalent en termes de coût unitaire de rupture. Ensuite, je fais le total de la colonne pour trouver le coût total de janvier. Et je peux prendre ça et le copier ici jusqu'au bout pour avoir le coût total de mon plan qui est à 1 284 788 $. Ça, c'est le coût du plan synchrone. Ce plan synchrone qui nous oblige à varier beaucoup le nombre d'employés parce que je fabrique exactement ce que j'ai de besoin. Premier plan est donc terminé. Ce plan, on l'appelle un plan pur.
Un plan pur parce que c'est un plan qui est calculé. Vous voyez qu'il n'y a aucune réflexion dans ce plan. Et on voit très bien que tu es passé de 36 à 18, de 18 à 33, de 33 à 47, de 47 pour finalement finir à 20. C'est peut-être pas super logique en termes de gestion des ressources humaines, c'est assez clair. Mais c'est un plan synchrone dit pur. On l'applique en fonction des hypothèses et des calculs que nous avons à faire. Un autre plan qui est dit pur, c'est le plan de nivellement. Le plan de nivellement, ici, tous les coûts ont été calculés. Bon, c'est les mêmes formules qu'on avait dans le plan synchrone. Ici, le stock a été calculé, c'est les mêmes formules que nous avons dans le plan synchrone. Il faut calculer la production en heure normale et le nombre d'employés ou la variation du nombre d'employés. Le plan de nivellement, c'est quoi? Le plan de nivellement, on va fabriquer la moyenne de la demande que j'ai de besoin. Dans le fond, j'ai 6 mois, donc j'ai besoin d'une production mensuelle. Et j'ai besoin de combien? J'ai besoin de 59 052, mais j'ai déjà un stock de 407. Donc, dans le fond, comme on l'a vu ici dans le plan synchrone, ma demande nette est à 58 645. J'ai besoin de moins que la demande parce que j'ai déjà un stock de 407. Alors, la production en termes de nivellement sera égale à 59 052, ce que j'ai de besoin en termes de demande sur le marché, moins le 407. Le 407 qui est ce que j'ai dans mon entrepôt, que je n'ai pas besoin de fabriquer parce que je l'ai déjà. Donc, je l'enlève de la demande, divisé par 6, parce que si j'ai 6 mois, je vais donc répartir la production sur 6 mois. Ce qui me fait 9 774,2 unités à fabriquer à chaque mois. On voit ici, dans le plan de nivellement, la production, elle est constante à 9 774,2 unités. Et cette production constante va aussi amener un nombre d'unités, un nombre d'employés qui va être constant. Le plan de nivellement est aussi un plan pur. On observe qu'on n'a pas de temps supplémentaire ni de sous-traitance parce qu'on fabrique exactement ce qu'on a de besoin, comme tantôt. On fabrique ici 58 645 et dans le plan synchrone, on fabriquait aussi 58 645. Donc, on calcule exactement ce que j'ai de besoin. On fabrique exactement ce que j'ai de besoin, mais on ne le fabrique pas de la même manière. Le nombre d'employés. Le nombre d'employés est égal à combien? C'est la même formule que tantôt. La production en unité équivalente divisée par la cadence ou la production quotidienne, pas quotidienne, mais la production mensuelle que l'employé peut faire. J'ai donc besoin de 29,7 employés et comme la production est constante, le nombre d'employés aussi sera constant. Ça me donne 29,7, mais on se souvient que j'ai une hypothèse ici où je vais toujours arrondir à l'unité supérieure. J'ai besoin de 29,7, donc avoir besoin de 30 employés, et ce, jusqu'à la fin, comme ça. Comme tantôt, j'ai besoin de 29,7 pour fabriquer 9 774,2. Je vais mettre 30 employés. Le temps mort, donc le temps d'inoccupation, sera donc acceptable ou accepté dans ce plan. Je n'aurai pas d'embauche. Parce que je passe à 36, je baisse à 30, puis ensuite je reste à 30. Par contre, je vais avoir un licenciement de 36 moins 30, un licenciement de 6. Puis une fois que j'ai licencié mes 6 employés, bien, comme je reste à 30 tout le long après, bien, il n'y aura plus d'autres changements au niveau de la quantité d'employés que je vais avoir. Là où le plan de nivellement commence à être intéressant, c'est au niveau du stock final. En effet, on observe que dans le plan de nivellement, là, il y a un stock final qui apparaît. On passe de 407 à 4025 à 3209. Pourquoi? Parce que on voit qu'en janvier, je fabrique une quantité constante de 9 774, mais ma demande est à 6 156. Il y a donc un stock de 4025 qui est construit. Ensuite, j'ai une demande de 10 000 avec une production un petit peu plus basse. J'ai toujours un stock qui reste parce qu'il y avait tellement de stock en janvier que finalement, il reste encore du stock. Mais on voit que dès le mois de mars jusqu'à mai, là, ma production ne réussit pas à compenser pour la grande demande que j'ai. Ça provoque donc un stock négatif.
Le stock négatif, qu'est-ce que c'est? Le stock négatif, c'est une rupture de stock, c'est une pénurie. Il me manque de stock. Une hypothèse que nous avons dans le cadre de notre cours, c'est que lorsque on a une pénurie, bien, la pénurie sera rétablie le plus tôt possible. Puis évidemment, ici, comme je fabrique exactement ce que j'ai de besoin sur 6 mois, à la fin, je vais finir à zéro. Mais en cours de route, il peut y avoir construction de stock ou pénurie qui sera résorbée par la production supplémentaire que je vais faire en fonction de la demande. On voit ici, là, pour les 2 derniers mois, en mai-juin, ma production est à 9 774, mais ma demande est bien en deçà de 9 774. Je vais donc pouvoir résorber ma pénurie par la production supplémentaire que je vais faire en mai-juin. On suppose donc ici que le client sera prêt à attendre après son stock lorsque le stock n'est pas disponible. Donc, ça, c'est correct comme ligne au niveau du stock final. Dans un plan de nivellement, j'ai des stocks positifs qui sont des stocks réels accumulés en entrepôt et j'ai des stocks négatifs qui, dans le fond, représentent une rupture de stock. Mais le stock négatif n'existe pas. Il n'y a pas de stock négatif. Un stock négatif, c'est une demande qui n'a pas été répondue. Dans l'entrepôt, le stock est à zéro. Et c'est pour ça qu'au niveau des coûts, il va falloir venir faire l'ajustement. Vous remarquez que dans ce formulaire-là, dans ce fichier, le coût des stocks ici a été mis à zéro. Il y a une formule qui a été établie ici pour dire, si le stock est négatif, tu mets zéro. Évidemment, dans le cadre d'un cours où on va faire un examen sur module, il n'y a pas de formule Excel à établir. Il faut juste, ici je les ai mis juste pour automatiser le calcul. Il faut se souvenir ici que j'ai un stock, donc le stock serait égal au stock fois le coût unitaire de stockage. Lorsque j'ai des négatifs, je n'aurai pas de coût de stockage parce que je n'ai pas de stock. Le coût de rupture. Le coût de rupture, c'est aussi lié avec la ligne de stock parce que je vois que le coût de rupture, c'est lorsque j'ai négatif. Donc ici aussi, j'ai mis une formule, qui semble un peu compliquée, mais dans le fond, ce qu'elle dit, la formule, c'est lorsque j'ai un stock positif fois zéro, j'ai pas de coût de rupture. Et lorsque j'ai lorsque j'ai une rupture, donc un chiffre négatif, là, le coût de rupture sera égal à la valeur absolue de ce négatif, donc plus 2381,5 fois le coût de cette rupture, 50 $. Et c'est ce que ça fait ici. Ici, le 226 000, ça donne tout simplement plus 4 531,3 fois 50 $, ce qui fait 226 565. Ici, c'est 567. Pourquoi? C'est parce que la valeur qui est calculée là, il y a beaucoup plus de chiffres après. Donc, si je prends le chiffre qui est là, ça fait à peu près le 226 567 $. Donc, on voit que, sauf au niveau du coût de stockage et du coût de rupture, il faut faire un petit peu plus attention parce que le coût de rupture ne se calcule que lorsqu'il y a des négatifs, mais en positif, et le coût de stockage ne se calcule que lorsqu'il y a des positifs, et lorsqu'il y a des négatifs, le coût de stockage devient zéro. De ce plan de nivellement, le coût total est à 992 142 $, ce qui coûte donc moins cher dans ce cas-là que le plan synchrone à 1,2, 1,3 million à peu près. On voit donc que le plan de nivellement, dit pur, n'est pas nécessairement plus logique que le plan synchrone à cause qu'il provoque du stock supplémentaire et surtout des pénuries qui nous coûtent cher. Ça nous coûte 50 $ par unité pour être en pénurie. Et sur un plan ici qui nous coûte 992 000 $, on voit que le coût ici, je devrais prendre la formule qui est là pour la copier vers le bas, on voit que le coût de pénurie est quand même beaucoup plus élevé. On voit, il y a une petite erreur ici. Le coût de pénurie provoque une augmentation du coût total à 1 500 000 par rapport ici à 1 284 000. Donc, dans ce cas-là, le plan de nivellement était plus cher à cause que les coûts de pénurie coûtent une vraie fortune à 50 $ par unité.
Là, il faut faire attention. Il ne faut pas supposer ici que le coût du plan nivellement est toujours plus élevé à cause des pénuries que le coût du plan synchrone. Ici, les données ont été arrangées pour que au début de l'année, il y ait une grosse augmentation de la demande, ce qui provoque automatiquement une pénurie, ce qui nous permet d'expliquer comment calculer les pénuries. Dans le cadre d'une formation où les examens se font en ligne sur module, est-il possible de demander de faire un plan comme ça dans module? La réponse est évidemment non. Alors, comment allons-nous procéder? Nous allons procéder avec un plan qui a des inconnus. Exactement ce que nous avons présenté au départ. On se souvient qu'on a présenté ce plan. C'est ça l'objectif de l'atelier que vous êtes en train d'écouter. D'être capable d'avoir un plan qui est déjà tout fait et où il y a des inconnus à l'intérieur. Et là, l'idée ici, c'est de se dire, OK, comment je vais faire pour calculer ces inconnus? Parce qu'on voit qu'il y a des inconnus où on doit trouver la réponse, mais aussi des inconnus qui nous mettent des bâtons dans les roues là, dans la réponse. Allons dans Excel pour aller voir comment ça se calcule. Nous avons donc un plan ici, avec des inconnus à calculer. Un plan là, qui ressemble beaucoup à une question module qui pourrait être posée dans le cadre d'un cours de gestion des opérations. Il y a des inconnus qui sont faciles à calculer et il y a des inconnus qui sont un peu plus difficiles. Les inconnus faciles à calculer, c'est ceux où on a une formule directement pour le calculer. Par exemple, E ici. E, c'est le total de la ligne des heures normales. Donc, E, c'est très simple comme calcul. C'est juste le total du calcul des heures normales, tout simplement. Donc, 10 528 plus 10 528, etc., ça donne 59 106. Là, on se dit, OK, c'est pas du tout comme tantôt, pourtant ça ressemble au même plan qu'on avait tantôt. C'est pas du tout comme tantôt parce qu'on dit 59 052 qui est ma demande, le chiffre qu'on a ici. Et j'ai ici un stock final de 407. Donc, moins 407, puis on voit, ça ne donne pas 58 145. Ici, j'ai 59 106. Pourquoi? Parce que j'ai ici un stock final. Un stock final que je dois avoir. Donc, je dois rajouter le stock final. Puis là, en plus, on dit, ouais, mais là, le plan qu'on a là, c'est pas du tout un plan synchrone. Le plan qu'on a là, c'est pas du tout un plan de nivellement, c'est un autre plan. C'est ce qu'on appelle un plan mixte. C'est pas un plan synchrone parce que je fabrique pas exactement ce que j'ai de besoin, de sorte qu'on voit très bien ici, il y a du stock, peut-être des pénuries qui sont provoquées. Et c'est pas un plan de nivellement parce que je fabrique pas de façon constante et j'ai pas un nombre constant d'employés. Les employés varient beaucoup moins qu'un plan synchrone, mais les employés ne sont toujours pas en quantité constante au fur et à mesure que le temps passe dans notre plan. Donc ici, je n'ai pas un plan ni synchrone ni nivellement. Mais c'est pas important parce que c'est pas ça qu'on cherche à faire. On cherche à trouver les inconnus dans le plan. Donc, il y a des calculs qui sont simples, comme le total ici. Je sais que le total, c'est juste la somme de ce que j'ai là, donc je fais la somme et je trouve le total. Par contre, il y a des inconnus qui sont plus difficiles à trouver, comme G, par exemple. G, contrairement au total, qui est ici, je n'ai pas de formule pour le trouver. Si vous regardez dans vos notes, vous n'avez aucune formule qui vous explique comment trouver la demande du mois de février. Mais il y a des formules qui utilisent la demande du mois de février. Par exemple, la formule ici du stock final. Le stock final, c'est quoi? C'est le stock initial, plus la production en heure normale, plus la production en temps supplémentaire, plus la production en sous-traitance, moins la demande qui est G. Si je fais la résolution de cette formule, je vais trouver G. Là, dans notre tête, c'est un peu difficile là, pour faire la résolution de cette formule-là. On va l'écrire. On va l'écrire ici, juste à titre d'exemple. On pourra l'effacer par la suite. Donc, on sait que le stock final qui est à 4717, est égal au stock initial, 4779, plus la production 10 528, plus la production en sous-traitance qui est à 0, plus la production en temps supplémentaire qui est aussi à 0, moins
G. Ce qu'on cherche. Donc, si je fais la résolution de cette formule, je vais trouver la réponse de G. Donc, ce que je vais faire, je vais envoyer le moins G à gauche, puis je vais envoyer le 4717 à droite. La formule va donc devenir que G est égal à 4779 moins 4717 plus 10 528. G est donc égal à 10 590. Maintenant, je peux dire, OK, c'est-tu vrai, ça? Ben, je peux valider en refaisant le calcul à l'envers. Donc, je sais que mon stock de départ, 4779, plus ma production 10 528, moins ma demande 10 590, est égal à mon stock de fin, 4777. J'ai donc trouvé la valeur de G et j'ai par la suite validé la réponse. Alors, je suis sûr à 100% que mon G est correct. OK? F. F, c'est une donnée. Fait que là, on dit, OK, j'ai une donnée. On n'a pas de formule qui nous aide à calculer une donnée. Encore une fois, il faut que je me pose la question, est-ce que j'ai une formule dans laquelle le nombre d'employés initial apparaît? Alors, le nombre d'employés initial, c'est ici. Nombre d'employés au départ. Et je sais qu'en janvier, j'ai 32 employés, puis j'en ai licencié 4. Donc, si j'en ai licencié 4 puis il m'en reste 32, ben, je n'avais donc au départ 32 plus 4, 36. Puis évidemment, je peux faire ma vérification ici. J'ai une vérification très simple. J'ai 36 employés au départ. J'en licencie 4, il m'en reste donc 32. Alors, j'ai trouvé ce que je cherchais ici pour le nombre d'employés que j'avais au départ. Parfait. OK? C. Quelle est la production de C? Donc là, on serait tenté de dire, ah, j'ai un employé en temps supplémentaire, donc un employé en temps supplémentaire fois la cadence 329, ben C devrait être égal à 329. Non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça parce que on se souvient que le nombre d'employés en heure normale ou en temps supplémentaire a été arrondi à l'unité supérieure. Donc, c'est sûr que si je fais un employé qui est capable de produire 329 unités par mois, je vais produire plus que ce que j'ai réellement dans C. Donc, cette formule-là ne peut pas être utilisée pour trouver la production en heure normale ou la production en heure régulière. Par exemple, si je fais le test ici, 32 employés pour le mois de janvier fois 329 de production, ça me fait, dans ce cas-là, 10 528. OK, je produis exactement ce que j'ai besoin. Mais si je regarde celui-là ici, 26 employés fois 329, ouais, là, ça fait 8554. Je ne produis pas exactement au maximum que ce que j'ai de besoin. J'ai du temps mort là-dedans. Donc, je ne peux pas prendre le nombre d'employés puis garantir que le nombre d'employés fois le 329 va me donner ici la ligne de production parce que je ne sais pas comment le 32 a été calculé ou comment le 26 a été calculé. Donc, même chose ici. Est-ce que j'ai une formule qui utilise la production en heure supplémentaire? Oui, la formule du stock final. Le stock final est égal au stock initial plus la production en heure normale, la production en temps supplémentaire, la production en sous-traitance, moins la demande. Encore une fois, je vais l'écrire ici, parce que c'est une formule qui est un peu compliquée à résoudre. Alors, le résultat, c'est 0. Donc, le stock final à 0 est égal. Le stock initial, 4717, plus 10 528, plus C, plus 0, qui est la production en sous-traitance, moins de 15 365. Alors, si j'arrive à trouver C avec cette formule, ben, je vais résoudre la formule. Donc, C, je vais le laisser à droite, puis je vais envoyer tout à gauche. Ça fait que 0 égale 0 moins 4710. Je vais l'écrire ici, donc, égale 0 moins 4717 moins 10 528 plus 15 365 égale 120. Alors, avec un employé, je suis capable de faire 329. Mais je n'ai pas 329, je l'ai fait 120. Validons la réponse. Alors, j'ai mon stock initial qui est à 4717.
je lui rajoute ma production en temps régulier à 10 528, je lui rajoute la production en temps supplémentaire qui est à 120, je lui enlève la demande 15 365, il m'en reste effectivement 0 en stock au mois de mars. Génial, je viens de résoudre ce problème-là, je peux effacer la formule. Je cherche D. D, c'est quoi? D, c'est le nombre d'employés en temps supplémentaire. OK. Je fais 1320 unités en temps supplémentaire. Bon, ben, parfait. 1320 divisé par 329 va me donner le nombre d'employés en temps supplémentaire. Génial. Alors, 1320 divisé par 329 va me donner le nombre d'unités en temps supplémentaire. C'est 4,01. On se souvient que j'ai une hypothèse ici. Le nombre d'employés est toujours arrondi à unité supérieure parce que le temps mort est accepté. Donc, ma réponse, ça ne sera pas 4,01. Ma réponse, ça sera ici 5 employés que j'ai besoin pour faire mon 1320 à raison de 329 unités par employé par mois. Encore une fois, comme la réponse théorique est à 4,01, il y aura du temps mort parmi les employés qui sont là. C'est clair. Donc là, je viens de résoudre les inconnus qui étaient dans mon plan de production. Je viens de résoudre l'inconnu qui était dans mes données. Si je vais voir maintenant les inconnus que j'ai dans mes coûts. Alors, j'ai le licenciement ici. Le coût de licenciement, ben là, c'est très simple. C'est le licenciement fois le coût de licenciement. Ah mon Dieu, j'ai pas le coût de licenciement. Le coût de licenciement est une inconnue. Donc, ça peut arriver dans un exercice où pour calculer la réponse que j'ai, ou que j'ai de besoin d'un chiffre qui est inconnu. Donc, je vais faire un calcul intermédiaire. Comment je vais calculer le coût de licenciement? Alors, je vois que j'ai du licenciement ici, j'en ai là ici. Puis le licenciement du mois de janvier m'a coûté 21 412. Ah, génial. Donc, le licenciement me coûte 21 412 divisé par 4. Le licenciement me coûte donc 5 353. Si le licenciement me coûte 5 653, 353, et que j'ai licencié 6 employés, bien 6 employés fois 5 353, mon coût de licenciement sera donc à 32 118. Puis là, on voit que j'aurais pu trouver le licenciement, j'avais eu le total ici. J'aurais pu trouver le licenciement, j'avais eu le total ici. Je ne l'ai pas. Donc, je suis obligé de faire le calcul que je viens de faire. Le coût de rupture de stock, B. Le coût de rupture de stock, c'est facile. La rupture de stock, je n'ai pas la rupture de stock fois le coût d'une rupture de stock. Il faut d'abord que je calcule ça ici. Puis y a-tu vraiment une rupture de stock? Je le calcule. Alors, ça me donne 0 de stock initial, plus ma production en norme normale, plus ma production en temps supplémentaire, plus ma production en sous-traitance, moins ma demande. Et là, ça va me donner le stock au mois de mai. Je vois effectivement que j'ai au mois de mai une pénurie de 136. Comme j'ai une pénurie de 136 et que j'ai ici le coût de rupture, je peux venir facilement calculer le coût ici. Bon, ça va être égal à 136 plus 136 de pénurie fois le coût d'une pénurie qui est à 50. Ça va donc me coûter 6 800 $ en pénurie. Vous remarquez que le plan ici, le calcul va être différent à chaque fois, là. Le calcul va dépendre des inconnus qui sont disponibles. Et comme il y a beaucoup de calculs, parce que dans un plan comme ça, là, on se souvient qu'il y a pas mal de calculs à faire. Quand je regarde ce plan-là, dans le fond, chaque case est un calcul différencié. J'ai donc, dans un plan semestriel de 6 mois comme celui-là, 119 calculs à faire. Alors, quand j'ai une question comme ça, là, c'est une question de logique de calcul à chaque fois. Oui, il y a des formules qui existent, mais est-ce que je peux utiliser la formule et comment je dois utiliser la formule? C'est ça le vrai défi du calcul d'un plan global de production. C'est de se poser à chaque fois, pour l'inconnu A, B, C, D, E, F, G,
comment je vais faire son calcul. Et là, le comment, comme vous venez de voir dans l'exercice qu'on vient de compléter, ce n'est pas seulement de prendre des chiffres et de mettre ça dans une formule. Il faut réfléchir un petit peu plus pour obtenir le résultat recherché. Alors, je pense que nous avons atteint notre objectif de calcul d'un plan global de production avec des inconnus, mais évidemment, après avoir vu le plan synchrone et le plan de nivellement pour la compréhension de l'ensemble des calculs que nous avons à faire dans cette partie de la matière. Maintenant, c'est à vous de jouer.